Toby Gard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'aéronautique. Vous avez fondé en 2010 Optima Aero. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique, détenteur d'une maîtrise, d'un bac en génie industriel de cette université-là. Vous êtes aussi cofondateur ou fondateur plutôt de l'entreprise LIMS. Vous allez nous expliquer un peu ce que font ces deux entreprises-là. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à créer Optima Aero, Toby? Donc, Optima Aero, j'ai créé lorsque je suis parti de Pratt Whitney, donc j'avais décidé de quitter la grande entreprise parce que j'avais cet appel de l'entrepreneuriat. Je savais qu'il y avait un besoin de solutions alternatives aux pièces neuves du fabricant pour des raisons de disponibilité et de coût. Originalement, c'était ça les motivations et donc c'était un peu l'opportunité que j'ai vue pour suppléer la chaîne d'approvisionnement en créant plus de pièces usagées. Et justement, parlant de pièces usagées, on peut parler de pièces reconditionnées. C'est un secteur quand même assez précis dans lequel évolue Optima Aero. Comment est-ce que l'entreprise a réussi à se positionner justement depuis bientôt 15 ans dans cette industrie-là? Donc, Optima Aero s'est positionné en fournissant ce que pouvait réduire les coûts du travail de maintenance dans l'industrie hélicoptère. On a cherché à être partenaire là, avec des centres de révision de moteurs Pratt & Whitney au départ. Et bon an, mal an, on a monté un peu la chaîne de valeur, donc en investissant dans les moteurs, dans la révision de moteurs par la suite, et ensuite dans l'achat d'hélicoptères complets pour démanteler et revaloriser les pièces et réutiliser les pièces de l'hélicoptère complet dans la chaîne d'approvisionnement, à la fois pour des produits Airbus, Leonardo, Bell, Sikorsky, qui sont des fabricants majeurs d'hélicoptères dans le monde. Merci pour la précision parce que j'allais vous demander, après Airbus, je vous avoue que je n'ai pas suivi le reste, mais vous allez nous expliquer ça plus en détail durant la conversation qu'on s'apprête à avoir. Mais vous avez nommé des termes qu'on retrouve dans l'économie circulaire. Donc, revalorisation, on parle de pièces reconditionnées. Moi, j'ai travaillé en développement économique, particulièrement en entrepreneuriat, mais aussi en innovation sociale. Et on parle beaucoup d'économie circulaire pour les biens et services au quotidien, mais je n'ai jamais entendu parler auparavant, en tout cas avant de connaître un petit peu plus Optima Aero, d'économie circulaire dans ce domaine-là, dans l'aéronautique. Est-ce que c'est un marché concurrentiel? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et surtout, au-delà de comment Optima s'est positionné une place, le marché a l'air de quoi actuellement? Disons que c'est un marché avec un supply chain très tendu actuellement dans l'aéronautique, dans le monde hélicoptère, principalement parce que l'aviation commerciale prend un envol important, aussi parce qu'on sort d'une période de COVID où est-ce qu'il y avait une volatilité énorme dans la production, ce qui a retardé beaucoup de fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement. Et là, avec la croissance rapide dans l'hélicoptère comme ailleurs, il y a un besoin d'accompagnement des OEM qui cherchent des solutions pour leurs opérateurs et essayent de trouver une façon alternative de répondre à la demande. Donc, nous, on est là, on s'est positionné en anticipation depuis maintenant 14 ans en préparation d'un moment là, où est-ce qu'on aurait besoin de nous à un autre niveau. Et donc, aujourd'hui, on est positionné au Québec, donc à Belleuil, dans la région de Montréal. On est positionné à Grand Prairie, au Texas, à côté d'Airbus et de Safran Helicopter Engines. On est positionné également à, Tarnos, bientôt Tarnos, mais actuellement Anglet en France, dans le sud-ouest, donc pas si loin de Airbus et de Safran Helicopter Engines également. OK, donc vraiment des points stratégiques, des installations stratégiques, non seulement pour votre équipe, pour votre entreprise aussi. Puis là, Toby, vous nous parlez beaucoup plus, j'ai envie de dire, de l'offre, ce que vous proposez. Maintenant, si on va du côté de la demande, vos clients, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils font affaire avec Optima Aero? Ils cherchent à répondre principalement à un besoin qui est d'avoir une pièce disponible rapidement. Deuxièmement, de réduire leurs coûts de maintenance. C'est les deux sujets principaux. Maintenant, ce qu'on essaye de valoriser de plus en plus, c'est l'impact carbone de la sélection de pièces réutilisées. Et aujourd'hui, on a développé, on en parlera probablement plus tard, là, du calculateur carbone lié à la réutilisation aéronautique. Donc, ça commence à devenir, surtout en Europe, un enjeu principal où est-ce que le gouvernement incite les grandes entreprises à faire attention, à démontrer leurs actions dans la réduction d'impact carbone. Et là, on a vraiment un intérêt prononcé sur cette question-là. Maintenant,
C'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est pas encore aussi mature comme préoccupation. Donc, c'est vraiment la disponibilité et le coût qui remportent la donne là, en termes de demande de la clientèle. Donc là, on peut parler davantage, si on veut, de ce que vos clients recherchent et que vous leur proposez avec les produits, les services d'Optima Aero. Si on regarde du côté, effectivement, du marché, encore une fois, de ce que les clients demandent, de ce qu'ils peuvent utiliser, vous ciblez les hélicoptères en fin de vie. Vous récupérez les pièces, vous reconditionnez les pièces et c'est ce que les clients peuvent acheter pour baisser leurs coûts, avoir un avantage au niveau de la chaîne d'approvisionnement, comme vous l'expliquez aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une proportion peut-être des pièces d'un hélicoptère de façon concrète? C'est quoi la proportion qu'on peut utiliser? C'est quoi la proportion qu'on va jeter ou que vous allez avoir une autre utilisation pour? On parle de quoi en termes de pourcentage actuellement? Donc, c'est une question intéressante auquel on s'est attardé récemment. Donc, le taux de circularité de notre modèle d'affaires et spécifiquement sur un moteur ou un hélicoptère Airbus. On a déterminé qu'aujourd'hui, on a un taux de circularité de 94 %. Donc, réutilisation de 94 % du poids de l'hélicoptère. Lorsqu'on réussit à disposer de la carlingue, qui compose à peu près 20 % du poids de l'hélicoptère, de façon efficace et durable. Donc, il reste un 6 % à terme où est-ce qu'on a besoin. Et là, on parle de pièces en polymère, en composite, et ensuite des pièces qui sont des assemblages mécaniques qui sont plus utilisables. Donc là, on doit se pencher en 2025 sur comment on fait pour résoudre ces énigmes-là. Et on veut investir notamment avec une ressource à temps plein qui va travailler avec des étudiants d'université, avec des startups et avec des OEM pour voir des solutions de réutilisation de ces pièces-là. Parce que présentement, sur le marché, il n'existe pas de solution pour récupérer, revaloriser ce 6 % que vous mentionnez? Disons que le 6 % et le 20 % de la carlingue sont un défi. Aujourd'hui, on réussit à trouver des solutions à court terme, mais ce n'est pas systématique. Donc, on veut systématiser notre démarche avec les carlingues et on est en train de penser à plein de choses parce qu'on pourrait transformer éventuellement en produits de consommation. Donc, ces produits-là en recyclage, en revalorisation. Donc, on peut voir avec ce que vous énoncez, Toby, que vous avez créé véritablement un écosystème autour de votre offre, les services que vous proposez, les produits que vous proposez à vos clients aussi. Comment est-ce que... quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour garder cet avantage concurrentiel sur le marché que vous avez en ayant créé justement cet écosystème avec les études que vous mentionnez, l'équipe que vous mettez sur place? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous mainteniez cet avantage concurrentiel sur le reste? Souvent, c'est en répondant aux challenges de nos clients qui veulent tout le temps aller plus loin eux-mêmes, notamment les OEM. Et donc, sous le challenge, si on écoute puis on investit dans la réponse à ce challenge-là, on réussit à trouver des solutions innovantes. Je vous donne un exemple. L'année passée, Airbus est venu vers nous en disant c'est bien, vous réutilisez toutes ces pièces-là que vous nous revendez, que vous vendez au marché, mais comment vous faites pour recycler mieux que les autres? Et c'est là qu'on a décidé d'investir plus dans le taux de circularité et dans l'investissement dans les ressources et le travail de collaboration avec les startups et l'université. Je vous dirais, ce qui nous motive à le faire, c'est de garder l'innovation en cœur de tête, sachant que c'est notre vitesse et notre désir d'innovation et d'investissement dans l'innovation qui va nous garder devant ou devant des autres. Je ne crois pas que d'essayer de garder les secrets avec sous coffre-fort, sous clé, c'est la solution. La solution, c'est de continuer à investir dans l'innovation, d'aller en rapidité et prendre des décisions rapides pour continuer à forger les chemins de notre début d'innovation. Pour aider vos clients, mais aussi pour aider l'industrie, de ce que je comprends avec ce que vous amenez comme... Je dirais que j'essaie d'aborder l'entrepreneuriat avec un souci de répondre aux besoins des clients, de l'industrie, mais de la planète aussi, et de nos employés. Parce qu'on ne peut pas réussir sans qu'on fasse bien partout à long terme. Et je pense que c'est aussi l'essence de la durabilité. Il faut investir et être conscient que d'investir dans nos employés, investir dans notre clientèle et dans le futur de la Terre sont tout aussi importants. Est-ce que ça a été une motivation dès le départ, quand vous avez parti Optima Aero, d'avoir cette conception 360 un peu des besoins de la planète, de l'industrie, des clients, des employés, ou c'est venu au fil des années? Je vous dirais que la préoccupation des employés
probablement dès le départ, bien que ça ait été croissant quand même, je vous dirais, de réaliser avec plus d'employés comment ils sont importants dans le succès de l'entreprise. Je vous dirais, c'est beaucoup les jeunes de l'entreprise qui vont pousser du côté développement durable. Et je dis souvent, si vous voulez gagner en affaires, écoutez ce que les jeunes disent. C'est eux autres qui connaissent le futur. C'est pas en posant la question à des gens de mon âge ou plus vieux qu'on va vous dire où est le futur. C'est les gens qui vont être responsables et qui vont vivre dans le futur, qui sont responsables du futur. Donc, c'est vraiment en écoutant les jeunes et en se laissant influencer par eux. Je suis convaincue que beaucoup de personnes sont en train de prendre des notes de ce que vous venez d'avancer, Toby. Merci de le faire remarquer. Optima Aero est présente à l'international. Vous mentionnez en introduction que vous êtes présent au Canada, l'entreprise à Belleuil, aux États-Unis, au Texas, en France, dans le sud de la France. Donc, et votre chiffre d'affaires aussi, fait intéressant, est majoritairement réalisé à l'international. Est-ce qu'il y a des marchés précis ou même potentiels où vous voyez le plus grand taux de croissance ou le plus grand potentiel de croissance pour Optima Aero actuellement? Je vous dirais qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est à peu près composé de 50 États-Unis. Et c'est récent parce qu'on a beaucoup développé dans les dernières années aux États-Unis. On a toujours été plus fort à l'étranger. Donc, et je vous dirais qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires est probablement composé à 40 en Europe. Donc, ce qui est quand même digne de mention parce que, encore une fois, les Européens sont conscients de la valeur de notre offre, mais aussi, on a une super équipe là-bas, dont la directrice générale qui mène la charge en Europe et un bon développement stratégique avec les fabricants européens également. Votre présence aux États-Unis et en France est quand même très stratégique. Vous venez de nous l'expliquer avec votre marché où le chiffre d'affaires quand même à 50 dans le marché américain, 40 en Europe. Donc, cette présence en France vaut quand même la peine, j'ai envie de dire. Comment est-ce que ces installations contribuent justement à soutenir votre croissance et à mieux servir vos clients? Est-ce que c'est une présence géographique justifiée beaucoup plus grâce ou parce que Airbus est proche, vous nous avez dit dans les deux cas, en France et au Texas, ou est-ce que c'est plus parce que les clients que vous desservez sont présents dans ces régions-là? C'est une bonne question. Je dirais que c'est peut-être la troisième réponse qui est la principale. C'est ce qu'on veut faire, surtout, c'est être capable d'acheter. C'est une des raisons pourquoi nos centres de démantèlement sont situés dans des pôles assez lointains. C'est que c'est un lien avec nos achats et un cycle court de trajet entre l'hélicoptère acheté et le centre de démantèlement pour réduire justement le délai et l'impact carbone du déplacement de la matière première qui est l'hélicoptère de base. Après ça, via un avantage évident de proximité clientèle également, et notamment la clientèle OEM. Au moment où on enregistre, Toby, on est quelques jours après la fin de la COP29, où on parle beaucoup de justement réduire notre empreinte carbone. Vous en parlez, que ça fait partie d'un des objectifs qu'Optima Aero réalise, en tout cas, entre autres, avec la circularité des pièces que vous vendez. Comment est-ce que cette préoccupation, vous direz, qui est plus qu'une préoccupation, j'ai envie de dire, cet objectif, cette ambition s'intègre dans ce que vous fournissez à vos clients, d'une part, mais aussi comment l'industrie aéronautique est en train de s'adapter par rapport à la réduction de son empreinte carbone? Je vous dirais que tous les investisseurs mondiaux sont sensibles aux besoins de la planète. C'est plus une question de est-ce qu'il faut le faire, c'est plus à quelle vitesse et à quelle intensité il faut faire des changements rapides pour y arriver. Je vous dirais que tous les investisseurs européens et nord-américains sont conscients et prennent des décisions d'investissement liées à l'impact carbone de leurs investissements. Donc, c'est vraiment, on est devant un mouvement planétaire qui pourra être accéléré ou ralenti selon les leaders mondiaux qu'on va avoir. Mais je pense que le mouvement est lancé. Pardon, la vague va continuer à une intensité variable selon le leadership qu'on va avoir dans les différents pays importants. Mais il y a quand même un mouvement de fond qui est le momentum est là. Nous, on fait partie de ce momentum-là tout humblement. On apporte une contribution, une vue, une solution au monde de l'aéronautique. Je pense qu'on peut augmenter le taux d'utilisation de pièces reconditionnées dans le monde aéronautique. On en est un vecteur.
D'autres vont en être également, mais je pense que c'est vraiment partie d'un mouvement de fond. Parlant de mouvement, Toby, vous me faites penser à un élément, surtout par rapport à l'industrie dans laquelle vous évoluez et les pièces surtout que vous créez, que vous reconditionnez. Est-ce que vous pensez ou vous voyez plutôt un enjeu, une préoccupation par rapport à la sécurité? Est-ce que vous entendez ça de vos clients d'une part et qui pourrait faire en sorte que, oui, le mouvement vers la réduction de notre empreinte carbone est lancé, c'est compris, les investissements sont faits en cette faveur, mais peut-être que les moyens pour y arriver font un peu craindre certaines personnes. Donc, ils se disent, oh, en attendant qu'on soit rassuré. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Les gens, quand on regarde notre base de clientèle, ceux qui sont clients de nos services et pièces sont ceux qui connaissent le mieux leurs hélicoptères. Donc, on parle notamment des gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'opération d'hélicoptères, dans la maintenance d'hélicoptères, dans des pays où est-ce que l'écosystème entourant, enveloppant ces opérateurs-là est déjà constitué très solide. Donc, les gens savent que tous les sources de la traçabilité, que les questions de réparation, que les facteurs de sécurité, que les agréments, la surveillance sur les gens qui, comme nous, ont la capacité de certifier des pièces, est au rendez-vous. Donc, on n'a jamais eu d'incident lié en 14 ans aux pièces qu'on a produites. Jamais. Et donc, les gens qui savent connaissent la valeur de ça. Maintenant, on a un travail d'éducation avec ceux qui connaissent moins, certes, et on a du chemin à faire dans certaines régions, certains types d'opérations, mais on va y arriver et je pense que tous les intérêts convergents vont faire bouger cet élément-là dans la bonne direction. Parlant de certification, vous avez lancé récemment la marque Sustain AeroCert qui, vous allez nous l'expliquer là, en tout cas, je lis pour ne pas faire d'erreur, qui est responsable de votre calculateur GES développé en partenariat avec le CIREG, si je ne me trompe pas. Comment ça fonctionne et pourquoi cette certification, ce certificat est important pour vos clients, votre industrie, mais pour vous-même, pour Optima Aero? Donc, ça va avec une des valeurs de notre entreprise, les valeurs ajoutées, c'est la réduction de l'impact carbone. Donc, on a beau le dire, mais tant que c'est pas certifié, ça peut être perçu comme du greenwashing. Donc, il y a une justement de nos jeunes leaders qui a mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'il fallait valider notre démarche et nos calculs sur lesquels on a passé beaucoup de temps à étudier. Et donc, on a développé avec l'accompagnement du CIREG un calculateur d'économie carbone, le premier dans le monde aéronautique, qui nous permet de valoriser l'impact carbone de la réutilisation de pièces aéronautiques. Et en gros, on voit qu'une pièce réutilisée a l'impact de 600 fois son poids en émissions carbone. Donc, c'est-à-dire une pièce produite d'1 kilo va produire 600 kilos de carbone. Donc, en la réutilisant, on va économiser 600 fois le poids de carbone, d'émissions carbone. Donc, il y a des variants selon le type de pièce, etc. Mais c'est un impact vraiment significatif. Et là, aujourd'hui, on utilise ça comme étant pour expliquer, verbaliser la différence dans l'achat d'une pièce de deuxième vie. C'est quelque chose parce qu'on a développé avec le CIREG une méthodologie et on peut émettre des certificats maintenant qui sont donnés annuellement à nos clients clés qui leur permettent d'ajouter dans leur bilan ESG, qui leur permettent, eux, de valoriser la démarche qu'ils ont entamée, les achats qu'ils font avec nous pour réduire l'impact carbone de leurs opérations hélicoptères. Et eux-mêmes, à leur tour, comme clients, de valoriser ces aspects-là, de comptabiliser dans leur rapport ESG, comme vous le dites. On a des clients dans le pétrole qui sont demandeurs de ces certificats-là parce que leurs clients, eux, les compagnies de pétrole même, leur demandent qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur impact carbone et ça fait partie des appels d'offres également. Quelles sont les actions concrètes qu'ils mènent pour réduire leur impact environnemental de leurs opérations? Et donc, de contribuer, on ne résout pas tous les problèmes naturellement, mais on contribue à améliorer un peu la situation. On a parlé de différentes préoccupations, Toby, que ce soit au niveau de la sécurité, les éléments entourant les réglementations environnementales, ce que vous proposez comme solution très concrète pour aider l'industrie, pour offrir une offre supplémentaire venant d'Optima Aero, mais aussi pour aider vos clients. Mais
on est aussi au moment d'enregistrer, j'ai envie de dire quelques heures après une annonce du président désigné aux États-Unis qui voudrait peut-être imposer des réglementations tarifaires de 25 %. Est-ce que c'est un élément qui vous inquiète particulièrement dans ce domaine-là, dans lequel vous évoluez, le domaine de l'aéronautique? Certainement, étant Québécois et Canadiens, ça va impacter toute décision de ce type-là va impacter les entreprises exportatrices dont nous sommes. Je reste un éternel optimiste. Je pense qu'il y a peut-être une volonté de brasser la cage avec cette annonce-là. Quelle sera la finalité? On verra. Ça dépendra de l'intelligence de tous les partis impliqués. Et on verra dans le temps. Notre entreprise est bien positionnée aujourd'hui parce qu'on a une entreprise aux États-Unis déjà. Mais c'est clair que je me préoccupe pour les autres, mes collègues entrepreneurs, les grandes entreprises canadiennes dans tous les domaines qu'ils ont à continuer à opérer avec beaucoup d'empreintes aux États-Unis dans leurs ventes. J'ose espérer que la raison prévaudra pour tous et qu'on trouvera un chemin de négociation qui nous permettra d'atteindre les objectifs communs. Un terrain d'entente. Très bien dit. Merci beaucoup, Toby, d'avoir répondu à brûle pour point à cette question. Je le mentionnais dans l'introduction, vous avez également fondé l'entreprise LIMS, qui est une entreprise de produits dégraissants anti-rouille non toxiques, parce que c'est aussi venu d'un constat sur le terrain que vous avez fait, justement en récupérant des pièces, que la majorité de ces éléments-là étaient toxiques. Donc, comment faire en sorte que vous puissiez proposer quelque chose sur le marché qui réponde à un besoin que vous avez constaté? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce projet-là et sur l'impact que l'entreprise LIMS a jusqu'à présent? Donc, LIMS est né effectivement du constat d'un problème parce qu'on utilisait de la soude caustique, donc l'hydroxyde de sodium qui est assez corrosif pour la peau. Donc, on a développé une solution avec un inventeur québécois qui nous a permis de réduire, en fait, d'éliminer le risque de corrosivité de la peau et éventuellement d'inhalation également pour les employés. Et c'est une solution qui fonctionne très bien dans l'aéro. Donc, aujourd'hui, qu'on utilise en interne et qui est en test actuellement avec d'autres entités. On a aussi un usage au niveau conventionnel, au niveau, disons, produit de consommation, qui est en test également. Donc, j'espère qu'un jour, on pourra commercialiser ça à plus large horizon. Mais pour l'instant, ça reste une solution interne qui fonctionne très bien et qui économise des risques là, en interne au niveau de nos employés. Et quand vous dites produits de consommation, monsieur et madame tout le monde, dans des produits... Exact. Okay. On teste aujourd'hui sur justement le dégraissage, le nettoyage, des oxydations de bateaux, de voitures, de toutes sortes de choses, d'applications du quotidien. Donc, il y a comme une infinité d'applications. Mais notre métier premier, c'est la réutilisation de pièces aéronautiques. Donc, on ne dévoue pas assez de temps à ces applications, ces inventions-là qu'elles méritent malheureusement. Mais pour l'instant, ça fait son chemin, bon an, mal an. Donc, vous êtes en constante amélioration continue ou même en innovation continue. Puis j'ai envie de vous demander, Toby, est-ce que vous pensez déjà à d'autres innovations que vous voulez mettre sur le marché, des produits ou des services auxquels vous pensez sur lesquels vous pourrez nous donner un petit scoop? Encore une bonne question, Déborah. C'est sûr que la tête d'un entrepreneur bouille toujours. Je ne suis pas le seul. Et puis, il y a certainement de l'innovation qui est pas loin, je vous dirais, de continuer un modèle d'affaires avec des innovations sur le type de réparation qu'on va faire pour mieux réutiliser. Il va y avoir des innovations sur ce qu'on peut recycler et quelle forme ça va prendre à la fin. Donc, l'idée de créer des produits de consommation à partir de pièces d'hélicoptères qui ne peuvent plus voler. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va être cher à mon esprit. Et je vous garde en suspense en espérant que j'aurai la chance de vous le présenter dans la prochaine année. Donc, il y a plein de projets à la fois produits, services, également dans l'outillage. On pense aussi à la location d'outillage pour l'aéronautique. Aujourd'hui, il y a un monde où est-ce que chacun achète ses outils. On veut mutualiser, le partager
les outils pour avoir moins besoin d'outils globalement et mieux utiliser les ressources de la Terre encore une fois. Donc, c'est un autre axe qu'on travaille. Il y a plein d'innovations qui s'en viennent et je vous invite à me rencontrer l'année prochaine pour discuter de ce qu'on aura fait à ce moment-là. C'est un rendez-vous, Toby. Donc, pas de scoop, mais quand même pas mal de suspense. J'espère juste que le suspense ne sera pas trop long, mais vous nous avez donné rendez-vous voilà. À l'intérieur d'une année. Voilà, c'est très raisonnable. Très, très raisonnable. Toby, il paraît que vous êtes très impliqué dans la communauté industrielle québécoise. Quand vous vous présentez d'ailleurs, vous disiez que vous aviez eu l'appel de l'entrepreneuriat après une carrière chez Pratt & Whitney. Comment est-ce que vous vous impliquez? Est-ce que vous aidez les entrepreneurs? Est-ce que c'est important pour vous de redonner à cette communauté-là à laquelle vous appartenez? Comment ça se traduit, votre implication aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, je commence à avoir un vrai défi de partage de bon temps et de personnes, malheureusement. C'est vrai que l'entrepreneuriat et la communauté aéronautique me tient à cœur, notamment le travail d'Aéro Montréal est très fortement apprécié de ma part. Là, et c'est en fait grâce à Aéro Montréal beaucoup qu'on a eu un positionnement qui nous a pris à nous faire connaître au Québec. Je vous dirais que j'aime passer du temps avec les entrepreneurs. Je suis très généreux de mon temps aussi auprès de fondations. J'ai Fondation d'école que j'ai été impliqué récemment et depuis un certain temps. On verra où est-ce que mon implication m'apportera dans le futur, mais c'est sûr que je dis rarement non aux gens qui demandent de l'aide parce que j'aurais aimé ça, moi, à l'époque, d'avoir... Et j'ai eu beaucoup d'aidants naturels. Je continue à en avoir. D'ailleurs, je salue mon comité aviseur d'entreprise qui est toujours généreux avec son temps et conseils, des anciens de plusieurs fabricants qui donnent un coup de main à l'entreprise à voir différemment et évoluer dans le temps. Je sens poindre un conseil peut-être que vous aurez pour les entrepreneurs qui se lancent, peu importe le domaine, mais particulièrement en aéronautique, Toby, s'entourer. Parce que vous mentionnez écouter vos employés, particulièrement les jeunes. Vous avez un comité aviseur, vous vous êtes impliqué. Donc, c'est quoi le secret pour vous? Je sais pas s'il y a un secret. Moi, ce qui a bien fonctionné avec moi, c'est effectivement l'écoute active là, de plusieurs personnes alentour. De se rapprocher, de garder les gens proches de nous et puis de faire confiance aussi aux choses qu'on ne connaît pas, de tenter l'expérience souvent nous apporte ailleurs comme entrepreneur. Des choses des fois qui sont contre-intuitives, mais essayer, des fois, ça vaut le coup. C'est un risque d'entrepreneuriat à prendre. Et demander de l'aide aussi. Je vous dirais, demander de l'aide, c'est important quand on sent qu'on a besoin de demander de l'aide à des gens qu'on connaît un peu, mais même pas du tout. Vous allez être surpris souvent de la réponse que vous allez recevoir. C'était aussi important pour vous, pour Optima Aero, de créer des installations internes, donc les espaces de travail. J'imagine qu'ils sont des espaces attractifs, qui soient éco-responsables également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces efforts-là que vous avez mis à contribution pour rendre ces espaces attrayants pour le personnel? Donc, c'est commencé par le site de Belleuil qu'on a construit, qui est notre siège social, où est-ce qu'on a construit un site innovant avec des espaces d'entraînement, de repos, avec un toit vert, avec une serre sur le toit qui produit des légumes pour les employés l'été. Le calcul est assez simple finalement. C'est un investissement, certes, mais pas si important que ça pour permettre une différenciation, un bonheur au travail. On passe beaucoup de temps au travail, donc vaut mieux rendre ça agréable pour tout le monde. Et là, on a fait la transformation au Texas. C'est un look and feel dont il n'était pas nécessairement habitué là-bas. Inspiré de Belleuil, donc. Inspiré de Belleuil. Et là, on s'apprête à aménager. On a déjà un beau site anglais, mais on s'apprête à aménager un site qui est aussi très moderne, où est-ce qu'on va embellir, justement, on va embaucher des artistes locaux pour faire leur œuvre. Disons, ce sera un autre scoop pour l'année prochaine. Et puis, donc, j'attends des belles choses là-bas. Mais l'idée, c'est toujours d'innover aussi dans l'ambiance qu'on crée, dans l'espace créatif et surtout dans le respect des gens qui consacrent leur vie à contribuer au projet. Je suis convaincue que des gens qui nous écoutent en ce moment sont en train d'aller sur votre site Internet pour voir s'il y a des postes disponibles chez Optima Aero. Comment faire partie de l'équipe avec des installations aussi attrayantes, inspirantes que vous décrivez? De quoi avez-vous besoin comme ressources, Toby, dans les prochaines années? La réponse est très simple. On a besoin des meilleurs. On est à la recherche d'une variété de talents, mais surtout les meilleurs, ceux qui sont à la recherche d'excellence, de se démarquer, de faire une différence dans le monde.
Donc, on était de façon concrète. En ce moment, on recrute une ou un directeur général pour le Canada. On recrute des techniciens au Canada, aux États-Unis, des techniciens aéronefs. On recrute également plein de postes et ça va changer à chaque semaine parce qu'on est en croissance de 30% par année, ce qui apporte d'augmenter de beaucoup notre main-d'œuvre chaque année. Donc, on est une 60aine aujourd'hui dans le groupe. Probablement que d'ici 2 ans, on va être une 100aine. Donc, il y a encore beaucoup de postes qui vont s'ouvrir, des carrières à développer. Et surtout des gens qui veulent voir le monde différemment. Donc, on est à la recherche des gens qui sont prêts à s'adapter, à vivre en équipe, d'exceller, de relever des défis, parce que c'est pas tous les jours jojo, de relever des défis, de changer la donne. Il y a beaucoup des fois de friction dans les processus de changement, etc. Mais les gens qui ont le goût d'un défi, c'est une bonne place à habiter. Puis on vise à développer des carrières, les leaders de demain qui sauront aussi faire leur chemin dans le monde. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Une prochaine année remplie de défis, de scoops, de suspense, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense que c'est une bonne question encore une fois. Je vous dirais de continuer finalement dans ce qu'on fait. On n'a pas besoin vraiment de coups de barre importants ou de chance ou d'autres. On fait notre propre chance dans ce qu'on fait. On est en bonne voie sur plein de dossiers. On va espérer que ça continue et on va espérer surtout qu'on ait une équipe qui continue, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, de trouver des solutions aux grands problèmes dont on fait face notre industrie, d'être force de proposition pour la suite et de répondre à un besoin et remplir des trous qu'on voit dans notre industrie et dans d'autres éventuellement. Donc, de continuer finalement à apporter une valeur ajoutée. C'est exactement ce qu'on va vous souhaiter alors, Toby. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous.